Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bonjour à tous et bienvenue dans Impact Positif. Alors que les électeurs s'expriment dans les urnes pour le premier et second tour des municipales, que de nombreuses personnes se sont engagées sur des listes pour améliorer la vie de la cité, on va justement ce week-end faire un point sur ce moteur de l'engagement central pour faire bouger les lignes. Nous sommes ravis d'accueillir Elsa D'Acosta. Bonjour. Bonjour Sylvia. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de publier aux éditions Calmant Lévy « À nos cœurs vaillants, manifeste pour une culture de l'engagement ». On va parler de vos propositions pour faire de l'engagement la norme et pas l'exception. Vous êtes aussi la directrice générale France de l'ONG Ashoka qui repère, met en avant, accompagne des entrepreneurs à impact social et environnemental. C'est un vivier très puissant et on en accueille beaucoup d'ailleurs sur le plateau d'Impact Positif. Alors vous voulez susciter un élan collectif avec votre livre. La France, elle est déjà bien dotée avec un beau tissu associatif, une forte tradition d'engagement, mais c'est vrai qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus fracturées. On a du mal à se parler les uns aux autres. Comment faire en sorte de faire société, qui est une expression qu'on reprend pas mal ces dernières années? Effectivement, alors c'est vrai que quand j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était clairement pour essayer de comprendre comment ce ciment pouvait prendre réellement au sein de la société. Et en me posant la question de l'engagement, je me suis dit que ça pouvait être tout à fait une infrastructure démocratique si tant est que ça devenait une norme et pas une exception. Donc l'objectif était de pouvoir avoir des propositions assez claires pour valoriser l'engagement dès le plus jeune âge, c'est-à-dire même la naissance. Imaginez de changer l'appellation, ne serait-ce que état civil pour état citoyen, d'essayer d'éliminer les boîtes roses des maternités pour ne pas avoir des petits consommateurs qui naissent sur Terre, mais au contraire de pouvoir leur proposer un passeport citoyen pour qu'ils comprennent et d'accompagner les familles pour bien comprendre quel était le tissu associatif qui pouvait les aider. Et tout ça, tout au long de la vie professionnelle, avec les engagements dans les entreprises, avec les engagements étudiants, avec les engagements bénévoles, et de valoriser tout ça pour en faire une norme de société. Alors, on va regarder quelques chiffres. Selon l'IFOP, il y a 38% des Français qui donnent du temps à des associations. Les plus engagés sont les jeunes, 41% pour les 15-34 ans. 32% pour les plus de 65 ans. Alors, votre ouvrage fait un état des lieux, en quelque sorte, de l'intérêt général, qui est la motivation de l'engagement. Qu'en est-il aujourd'hui dans la société française, Elsa D'Acosta? Que représente-t-il? Qui s'en charge? Où est-il? En fait, c'était aussi un des constats que je faisais, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver une définition statutaire, institutionnelle, en me disant forcément dans la Constitution, dans une grande déclaration, je vais trouver la définition opérante de l'intérêt général. Ce n'a pas été le cas. La seule définition que j'ai trouvée, c'est l'article 238 bis du Code des impôts, qui vous explique non pas la valeur, je dirais, institutionnelle et morale de l'intérêt général, voire éthique, mais une valeur financière. C'est-à-dire que si vous faites un don à telle ou telle association, vous pouvez bénéficier d'une défiscalisation de 66%. Et je me suis également dit qu'en fait, l'intérêt général, c'était l'affaire de tous et pas uniquement l'affaire de l'État. Alors que très souvent, on convoque l'image de l'État en se disant c'est son rôle de gérer l'intérêt général. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que non seulement il n'y a plus de finances au niveau de l'État, mais en plus de ça, la défiance politique est tellement majeure qu'il est plutôt de bon ton de faire en sorte d'avoir une espèce de check and balance, comme on pourrait dire en américanisant un peu les choses, pour que les citoyens, l'État et les entreprises jouent leur rôle. Qui ont pris un peu le relais, finalement, les entreprises, avec quelque part, l'augmentation de la RSE au sein de chaque entreprise. Oui, mais elles l'ont toujours eu parce que l'entreprise étant un corps politique par essence, c'est une mini-société, surtout les grandes entreprises, les grands patrons historiques, la tradition. Vous prenez Michelin, par exemple, qui a très longtemps mis en place des logements, en fait, pour ses salariés. Ça faisait partie, quelque part, d'une RSE un peu antique, si je puis dire. Donc, elles ont toujours joué leur rôle, mais aujourd'hui, elles ont bénéficié, malheureusement, d'une forme de défiance aussi de l'ensemble, qui se disait, à chaque fois qu'on fait quelque chose de positif pour une entreprise, c'est pour gagner plus encore. La réalité, c'est que c'est pas si manichéen que ça. Donc, il est de bon ton vraiment de relier l'ensemble des pans économiques de la société pour travailler ce sujet de l'intérêt général. Oui. Alors, vous dites, à force de déléguer l'intérêt général à l'État et ses institutions, nous souffrons aujourd'hui d'une forme de désintérêt
général, hein. Or, c'est l'affaire de tous. Il doit être ancré de nos vies quotidiennes comme un cadre de vivre ensemble. Alors justement, pas besoin d'être un héros, hein, pour s'engager. C'est ce que vous expliquez aussi beaucoup dans votre livre. L'engagement, c'est pas l'apanage de quelques personnes, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous et surtout, faut surtout pas imaginer que ce soit une image d'Épinal héroïque parce qu'au contraire, c'est contre-productif. Déjà, ça rend l'engagement complètement écrasant en se disant mais moi, j'ai pas un destin à la Martin Luther King, à la Nelson Mandela, à la Rosa Parks. Donc bon, voilà, je vais me mettre un peu à distance de ça. Et puis l'autre chose, c'est que quand on est attiré par des figures héroïques, et malheureusement, on l'a vu ces derniers temps dans le paysage associatif français, on s'aperçoit que des dérives existent aussi, non seulement en termes de management, mais en termes de personnalité. Donc c'est extrêmement important de relier l'engagement à la dimension collective pour justement faire en sorte de bien s'auto-arbitrer les uns les autres et s'auto-contrôler aussi pour que l'hubris ne prenne pas le pas sur la notion d'engagement. Oui, et puis moi je retiens une belle citation de Pablo Servigne, hein, qui est un auteur et un chercheur qu'on a déjà invité plusieurs fois, qui dit « C'est quand on se met en mouvement que l'espoir renaît ». Ça aussi c'est important, hein, quand on se met en mouvement, quand on agit, forcément on se sent mieux. Ça fait aussi partie de ce que vous dites dans votre livre. Et surtout il y a une répercussion aussi sur les sujets de santé mentale dont on parle beaucoup aussi en ce moment, et à juste titre. On s'aperçoit que s'engager, c'est aussi une manière de se réparer et de comprendre que l'incertitude du monde que nous sommes en train de traverser, finalement, elle est un peu amoindrie, je dirais, par le fait de traverser les choses en collectif. Donc évidemment que la mise en mouvement, elle fait du bien, la mise en mouvement, elle fait renaître l'espoir. C'est vrai parce qu'elle évite de penser aussi, on va pas se mentir, mais surtout parce qu'on voit le résultat concret de ces actions. Et vous voyez, là, on est en plein dans cette campagne municipale. C'est aussi intéressant de voir à l'échelle territoriale parce qu'on s'aperçoit que ce qui se passe dans les municipalités, elles seront extrêmement concrètes parce que les municipalités travaillent aussi avec le tissu associatif, les experts du terrain, et montrent à quel point, en fait, les solutions existent partout en France. Oui, alors justement, vous proposez des solutions pour remettre l'engagement au centre de la société. Alors déjà, première chose, vous dites qu'il faut déployer une culture de l'engagement tout au long de la vie. Commençons par les jeunes, par celles et ceux qui s'engagent en tant que délégués ou éco-délégués. Il y en a 1 million quand même en France. Alors vous dites que ce n'est pas assez valorisé et que ça devrait apparaître sur le bulletin finalement comme une matière valorisée dans Parcoursup et qu'il y a là justement de quoi installer durablement un engagement. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose de facile à mettre en place, de concret. Mais je vous le fais pas dire, mais j'en rêve. Vous imaginez, 937 000 délégués de classe sont élus chaque année en France. C'est plus que le Sénat, l'Assemblée nationale, le CESE et même les élus locaux. Donc vous imaginez la masse que ça représente. Et pour autant, il faut attendre Parcoursup pour certains d'entre eux pour cocher une case et avoir justifié de cet engagement que parfois certains tiennent depuis l'âge de 12 ans quand ils sont entrés en 6e. Donc effectivement, ça devrait être valorisé par l'établissement aussi quand on est délégué. C'est toujours à discrétion aussi du chef d'établissement. Donc l'objectif, c'est véritablement de créer une fête aussi des délégués de classe pour les récompenser par rapport à leur engagement, parce que c'est une élection démocratique, a priori sans conflit d'intérêt, si je puis dire, à ce moment-là, et sans clientélisme non plus. Donc ça raconte aussi quelque chose du scrutin, de la manière dont la première expérience démocratique, elle doit être aussi valorisée. Tout ça parce qu'après, on pourrait imaginer qu'il y aurait une relation de cause à effet avec un niveau d'abstention qui serait peut-être moindre si d'entrée de jeu dans la société, on est en capacité de donner une valorisation très claire à ces engagements qui sont faits dès le plus jeune âge. Ouais, et puis encadrer aussi ces jeunes pour qu'ils puissent faire leur job de délégué. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, pour les éco-délégués, que beaucoup étaient quand même, savaient pas trop comment faire leur job d'éco-délégué finalement. Non, et vous avez eu un jeune, Yanis El Amraoui, qui a créé les lycées en transition justement pour fédérer l'ensemble de ces éco-délégués pour qu'ils partagent les bonnes pratiques. Et c'est même pas l'éducation nationale qui l'a fait, c'est même un jeune lui-même qui a décidé de faire cette plateforme. Très belle initiative, c'est vrai, vous avez raison d'en parler. Vous proposez aussi des trimestres de retraite associatifs. Alors ça marche comme finalement la maternité, pour compenser effectivement les femmes qui ont eu des enfants. Elles ont des trimestres. Pourquoi ne pas valoriser des années d'engagement et de les donner finalement en trimestre de retraite? Ça aussi, c'est une idée que vous proposez. Oui, c'est une idée que je propose. Alors, dans le livre, les 28 propositions qui sont faites sont des propositions très concrètes et qui fonctionnent par analogie à des endroits où ça existe déjà. Donc, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais juste de voir ce qui fonctionne bien et de l'appliquer à nos secteurs. Et ce que vous venez de citer pour la maternité, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque femme ayant un enfant bénéficie de 4 trimestres de retraite pour la maternité et 4 trimestres de retraite ensuite pour le congé d'éducation par enfant. Ça fait 8 trimestres de retraite. Parfois, elle cotise pas, évidemment, dans son congé maternité, mais elle a toujours, en tout cas, un bonus qui est fait. Donc, je me suis dit, pourquoi René, Michel ou Aziz, qui sont bénévoles au Resto du Cœur, au SAMU social depuis 20 ans, donc avec une durée, avec des critères quand même spécifiques. L'idée, c'est pas une fois qu'on tient la buvette de telle association qu'on bénéficie de son trimestre de retraite, mais c'est pour des engagements qui sont de longue durée. Pourquoi ne pas le valoriser justement en trimestre de retraite? Parce que quelque part, c'est aussi contribuer à l'intérêt général de la même manière que les femmes peuvent contribuer à l'intérêt
l'intérêt général quand elles ont leurs enfants. Ouais. Après, c'est vrai que voilà, on voit combien il a été difficile de voter un budget, difficile de trouver 40 milliards d'économies. Toutes ces propositions, elles se heurtent aussi à la réalité budgétaire d'un pays qui va pas bien. Vous savez, les 13 millions de bénévoles que nous avons en France rapportent 24 milliards. C'est le CESE qui le dit. Donc vous voyez, quand on cherche des économies, on peut en trouver quand on calcule suffisamment la notion du PIB. Et cette valorisation-là de ces 24 milliards que génèrent ces bénévoles n'est pas du tout valorisée dans le PIB. Donc il y a peut-être aussi une manière de compter notre budget qui doit un peu évoluer dans les années à venir. Alors, vous avez dit, il y a 28 propositions, on ne va pas toutes les passer en revue. Vous proposez notamment un compte personnel d'engagement, un compte comme le compte personnel de formation, finalement, voilà, qu'on pourrait utiliser en entreprise, ou encore le Sociéto Score. Ça marche un peu comme le Nutri-Score aussi, sauf que voilà, ce sera un reflet finalement de l'engagement de l'entreprise. Exactement, avec des critères d'éligibilité très précis sur des politiques de RSE, mais aussi sur des politiques de diversité dans l'entreprise, sur des politiques de philanthropie aussi, pour que quand on décide de travailler dans une entreprise, on sache clairement à qui on a affaire et si on a envie de s'engager ou pas. Et cette idée, elle ne vient pas de moi, ça aussi c'est important parce qu'il y a beaucoup d'idées que je me suis permise de placer qui viennent de tout ce qu'a pu faire Ashoka, notamment avec l'Assemblée des jeunesses, où on avait 100 personnes, 2 tiers de jeunes de moins de 24 ans et un tiers de moins jeunes, je dirais, qui avaient plus de 45 ans, qui ont travaillé à près de 45 propositions, dont celle-ci, pour valoriser les engagements des entreprises, mais pour que ce soit très clair pour le collaborateur qui a envie d'y souscrire, qu'il puisse voir si on est A, B, C ou D. Voilà, des propositions de la société civile. Effectivement, qu'il faut écouter. Vous avez dit qu'il n'y a pas de meilleur projet de société que l'engagement, que vous ont appris finalement tous ces entrepreneurs que vous côtoyez chez Ashoka. On rappelle Ashoka qui repère des entrepreneurs innovants, les entrepreneurs qui font bouger les lignes, qui ont inventé des solutions adaptables, mais qui ont un modèle économique, donc qui peut être duplicable. C'est un réseau international, 4000 entrepreneurs, ce sont des personnes engagés, ce sont de véritables innovateurs qui n'ont pas attendu pour agir. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? Ils m'ont appris que le tissu associatif était le laboratoire des politiques publiques. Quand on parle du Grand Oral au Bac, c'est Stéphane de Freitas avec Eloquentia qui a largement contribué à ça. Quand on parle du service civique, c'est Marie Trélucane avec Unicité. Ou quand on parle de l'indice de durabilité ou de réparabilité, c'est Laetitia Vasseur de Halte à l'obsolescence programmée. Donc le tissu associatif, c'est aussi un projet de société à venir, très concret, parce que non seulement il résout les problèmes, mais en plus il envoie un récit qui est un récit extrêmement contributif de l'ensemble des pans de la société. Ouais, associatif et puis entrepreneur aussi tout simplement, parce qu'il y a comme je parlais, il y a un vrai modèle économique derrière tous ces entrepreneurs Bien sûr. que vous sollicitez et que vous mettez en avant. Alors effectivement, en 20 ans, en tout cas en France, il y a à peu près 90 fellows qui sont issus de vos sélections. On peut en citer plein, vous en avez cité quelques-uns. Déjà, là, on va avoir des images de Ciel Bleu qui existe depuis 30 ans, pionnier quand même du sport sur ordonnance pour des personnes fragiles. On a accueilli il y a quelques semaines aussi Ma Petite Planète, qui transforme en défi ludique la sensibilisation à l'environnement. Vous venez de citer aussi Halte à l'obsolescence programmée, avec vraiment des choses très concrètes qui font partie de nos vies aujourd'hui. Alors ça, ce sont les entrepreneurs sociaux. On va dire un peu les fous finalement, Elsa Dacosta, non ? Les gens qui sont dans un autre univers, mais qui nous servent beaucoup. Et il y a tout simplement aussi ces jeunes qui sortent d'école, qui sont en quête de sens, qui ont envie aussi d'avoir une carrière, de se sentir utile, mais qui se heurtent à la réalité finalement du monde du travail, parce que dans ces carrières, quand on sort d'une école de commerce, les salaires ne sont pas du tout attrayants pour ces jeunes qui ont envie de se lancer dans la vie, et donc finalement ils abandonnent. Comment on peut remédier à ça ? Alors, il y a ça, puis déjà, on peut prendre d'un point de vue purement pragmatique les premières lignes de l'intérêt général. Vous prenez les enseignants, les soignants et les policiers, c'est pareil, la valorisation de leur contribution à l'intérêt général n'est pas à la hauteur de ce qu'ils nous apportent. Et effectivement, pour les futurs leaders économiques, ceux qui vont être enclins à transformer profondément les plans d'affaires des entreprises, il faut qu'ils puissent aussi faire un peu leur classe dans l'intérêt général. Et pour ça, il y a une proposition dans l'ouvrage qui est un pacte d'engagement d'intérêt général qui vise à créer des filières d'intérêt général dans les écoles de commerce pour leur permettre de passer les 3 premières années de leur sortie d'école au sein d'organismes d'intérêt général, en prenant en charge le décalage de salaire qui existe entre un salaire de sortie qui est autour de 55 000 euros pour les grandes écoles de commerce versus 25 000 ou 30 000 euros quand moi j'embauche un jeune diplômé en fait en première embauche, notamment dans les structures associatives. Donc ça, et la deuxième chose, de pouvoir aussi, c'est l'un ou l'autre, potentiellement prendre en charge les frais de scolarité qui sont exorbitants, parce que la plupart des étudiants aussi font des prêts pour pouvoir
aboutir à leur diplôme d'école de commerce. Donc une proposition est en réflexion et à l'étude, et elle va même un peu plus vite parce que certaines écoles de commerce sont très intéressées pour pouvoir créer ces filières d'intérêt général où les jeunes pourraient faire leur classe, leurs 3 premières années de vie professionnelle dans des organismes d'intérêt général. Voilà, ce sera un vrai tremplin effectivement pour les carrières de ces jeunes intéressés par l'intérêt général. Alors, je le disais, vous êtes au milieu de ces entrepreneurs qui sont innovants, qui traversent aussi beaucoup de difficultés. Hein. C'est pas évident de faire vivre un projet, de durer, de rester au-delà de 5 ans. Il y a un contexte géopolitique qui est très troublé. S'il y a quelque chose quand même de positif à retenir en ce début d'année, Elsa D'Acosta, qu'est-ce que ce serait ? La France a tous les atouts pour redevenir pionnière en matière d'intérêt général et pour inspirer le monde entier. Vous l'avez dit en introduction, notre tissu associatif est très costaud, mais j'irai plus loin. Notre tissu de l'économie sociale et solidaire, au-delà même des associations, est très puissant. Il y a beaucoup de choses à donner et à contribuer. Simplement, il faut qu'on garde en tête que nous avons une nécessité cruciale qui est d'évaluer correctement les politiques publiques et pas simplement à l'aune des finances avec la Cour des comptes, mais aussi sur du long terme, un peu comme Esther Duflo peut le faire dans ses modèles économiques, c'est-à-dire sur du long cours, voir à quel point, justement, tout ce que ce tissu de l'économie sociale et solidaire apporte à la société pour qu'il dépasse les 10% du PIB et qu'il contamine tout largement. Oui, avec aussi donner une juste place aussi aux propositions de la société civile, parce que Bien c'est sûr. vrai qu'on a vu diverses conventions qui ont été organisées, mais est-ce que les propositions sont réellement mises en œuvre et appliquées? Pour la convention sur le climat, on a vu que effectivement ça n'a pas été le cas. Ça aussi c'est important. Alors c'est important, mais je crois qu'on a un sujet en France, c'est pas tellement d'organiser ce type d'événement, parce qu'on l'a vu aussi pour le grand débat, on l'a vu pour les cahiers de doléances, on l'a vu pour tout un tas de sujets. On voit bien que notre société, elle a envie de participer et qu'elle y participe ardemment, et tous les jours, vous l'avez cité avec ces entrepreneurs sociaux, c'est le cas. Le sujet qu'on a, c'est qu'on a un problème d'être audible vis-à-vis du politique qui ne se saisit pas et qui ne fait pas atterrir ses propositions. Donc ça crée malheureusement une défiance complémentaire vis-à-vis du politique et entre politique et citoyen. Donc il y a un sujet de mieux se saisir de ces outils de la part du politique pour véritablement les faire atterrir, parce que c'est d'intérêt général que de les faire atterrir pour recréer la confiance, pour mettre en place ces propositions qui, franchement, sont toutes frappées au coin du bon sens quand elles viennent du terrain et notamment des citoyens. Oui, et effectivement, ce sont de bonnes idées pour les futurs élus des municipales. Merci beaucoup. Merci infiniment, En tout cas, Elsa D'Acosta, d'être venue dans Impact Positif, une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et qui est bien sûr disponible en podcast sur toutes les plateformes. Merci encore. À bientôt.